Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouvel accès direct pour ce jeudi 16 mai 2019. Votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information. Nous sommes donc, je l'ai dit, le 16 mai. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons de la maladie de Lyme avec deux responsables du collectif Chrony Lyme pour faire le bilan du plan national lancé il y a quelques années. Toujours dans le domaine de la santé, nous parlerons du parcours du cœur qui a lieu ce samedi à Annecy. Et enfin, de belles initiatives en images avec le projet La Vidéo. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence pour le journal, pour les titres du journal en tout cas. Salut Clémence. D'abord c'est les titres, effectivement, le journal un petit peu plus tard. Alors on ira du côté d'Annemasse pour commencer. Oui, puisque les collégiens sont donc de plus en plus nombreux dans les établissements scolaires et donc face à cet afflux, de nouveaux enjeux et de nouvelles problématiques voient le jour. Et pour y faire face, la proximité sur le terrain des élus est primordiale et essentielle. C'est ce que nous verrons dans le journal. Et puis direction l'ébauche pour le troisième et dernier épisode de notre série. Exactement. Alors, rencontre avec une famille qui cultive des fleurs et des légumes depuis près de 2 décennies. Panorama, comme vous le voyez sur les images, garanti au cœur des montagnes. Merci beaucoup Clémence, tu retrouves un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, on passe à mes premiers invités. Je vous en prie, Bertrand Pasquier et Joël Ruhlmann. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes respectivement le président et le vice-président du collectif Chrony Lyme. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce collectif ? Alors en fait, moi je suis président effectivement vous représentez. De l'association Chrony Lyme qui a pour mission d'œuvrer pour améliorer la situation pour les malades atteints par la maladie de Lyme et atteints souvent sévèrement par cette maladie. Dans nos missions, il y a la volonté de rapprocher les points de vue associatifs et c'est pour ça qu'on s'est rapproché en fait de nos amis du collectif Lyme Team pour avec eux observer l'ensemble de la situation, essayer de proposer des mesures concrètes et nous ont également rejoint 4 autres associations pour participer à cette prise de vue et à ce panorama sur la situation. Donc Joël Ruhlmann est en fait vice-président du collectif Lyme Team. Voilà, c'est ça. Nous sommes 5 coprésidents dans l'association. La maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est, en quelques mots ? En quelques mots, c'est une maladie qui est transmise par une tique, qui va faire son repas sanguin en piquant, en l'occurrence un homme ou une femme, un peu partout sur le corps, il n'y a pas d'endroit privilégié. La piqûre est indolore, et ça il faut le savoir, donc on ne va pas la sentir, on va éventuellement la voir, et c'est bien ça l'objectif, on en parlera tout à l'heure avec la prévention, c'est d'arriver à voir qu'il y a effectivement une tique qui est accrochée et qui fait son repas sanguin. Le problème, c'est que la tique porte en elle potentiellement un certain nombre de pathogènes, dont la Borrelia, qui est la bactérie qui donne la maladie de Lyme. Et effectivement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à détecter si la tique a eu le temps ou pas de transmettre des pathogènes, et notamment la Borrelia qui peut donner la maladie de Lyme. Alors on va regarder une petite vidéo explicative, bien pédagogique, Très sur la maladie. Dès les premiers beaux jours, la nature nous attend, les tiques aussi. Elles sont très petites, on ne les voit pas, on ne les sent pas, mais elles peuvent transmettre des virus, des parasites et des bactéries susceptibles de provoquer des infections potentiellement graves, comme la maladie de Lyme. Pour se protéger, c'est très simple, 3 x 3, 9 bonnes pratiques. Avant de sortir dans la nature, s'équiper de préférence de vêtements longs et clairs, de chaussures fermées et d'un chapeau. Glisser le bas du pantalon dans les chaussettes. Utiliser un répulsif en respectant les indications notées sur le produit. Se munir d'une paire de tire-tiques. Pendant la sortie, rester au centre des chemins et sentiers. Éviter les broussailles, les fougères et les hautes herbes. Ne pas s'asseoir ou s'allonger directement sur le sol. Utiliser un grand tissu clair pour les pique-niques. Vérifier régulièrement l'absence de tiques sur soi. Et de retour chez soi, examiner soigneusement l'ensemble de son corps pour vérifier qu'aucune tique ne s'est fixée. Renouveler cet examen le lendemain. En cas de piqûre, retirez la tique sans attendre, à l'aide d'un tire-tique. Surveillez le point de piqûre pendant plusieurs semaines et l'apparition d'éventuels symptômes. Rougeur persistante, symptômes grippaux, fatigue inhabituelle, consultez un médecin le cas échéant. Il est très important d'examiner l'ensemble de son corps pour vérifier qu'aucune tique ne s'est fixée. Glissez le crochet au plus près de la peau, par le côté de la tique, et tournez sans tirer. Peu importe le sens, la tique se décroche toute seule. En cas de piqûre, signalez sur le site signalement-tic.fr ou téléchargez l'application Signalement Tic. Alors c'est une maladie saisonnière, et là on est en plein dedans. On est en plein dedans. La saison de la maladie de Lyme commence au mois de mars et se termine normalement en octobre, mais bon, ça dépend effectivement des conditions météo et de l'hiver qui a précédé, suivant s'il a été froid, plus ou moins. Ça peut commencer plus ou moins tôt. Est-ce qu'on connaît le nombre de personnes atteintes en France et ici, chez nous, en Pays de Savoie à peu près ? C'est une grande question et on commence déjà à entamer le sujet de la polémique. Il y a effectivement une grande polémique sur les chiffres. Le chiffre officiel, c'est 50 000 nouveaux malades par an, ce qui est quand même déjà une cohorte très importante. C'est très conséquent.
Nos estimations nous conduiraient plutôt entre 100 000 et 200 000, mais c'est difficile à dire. Ouais, donc beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus. Le sujet, c'est la fiabilité des tests. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est vraiment le point qui pose problème aujourd'hui. La Haute-Savoie, un peu moins la Savoie, mais la Haute-Savoie est un des départements qui est malheureusement le plus touché en France. Voilà, il faut le savoir. L'Alsace, traditionnellement, est très touchée. L'Isère est très touchée. Et on le voit sur cette carte à l'instant en incrustation. La Haute-Savoie fait partie, oui, des zones les plus touchées. Il existe 2 formes de cette maladie. Alors, Oui, la forme simple, qui ne pose pas de problème particulier, c'est-à-dire une forme dont on va guérir assez facilement en 3 semaines par une prise d'antibiotiques. Encore faut-il détecter qu'on a cette maladie, ça c'est pas forcément facile, le diagnostic est délicat. Mais bon, dans 80% des cas, pour faire simple, on va guérir simplement en prenant 3 semaines d'antibiotiques. donc ça, c'est dans le cas en fait où la maladie a été diagnostiquée précocement. Effectivement, la deuxième forme de la maladie, c'est quand ça a été diagnostiqué trop tardivement, là, ça devient beaucoup plus compliqué de faire le diagnostic et de traiter efficacement. Alors votre collectif a publié récemment un communiqué Oui. pour dresser un bilan peu reluisant du plan national, plan qui a été lancé en 2016 par Marisol Touraine, alors ministre de la Santé. Un plan, enfin en tout cas, pour vous, c'est un véritable échec aujourd'hui. C'est un véritable échec. Alors, un petit bémol, c'est la prévention, ça progresse. Bon, il y a des clips, on vient d'en passer un. À l'entrée des parcs et forêts, on commence à avoir des panneaux d'avertissement. Donc ça, c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Maintenant, pour les gens qui sont malades ou qui vont le devenir, on estime aujourd'hui qu'effectivement, on n'a pas du tout, ou en tout cas très peu avancé. On n'a toujours pas aujourd'hui en France de recommandations médicales qui soient approuvées par l'ensemble des professionnels de santé et par l'ensemble des associations. On n'a pas d'ailleurs de solution thérapeutique qui soit complètement aboutie. Parfois, on ne guérit pas complètement de la maladie de Lyme. C'est dans sa forme sévère qu'évoquait Joël. Et la formation des professionnels de santé aujourd'hui n'est pas du tout au niveau attendu. Il y a encore beaucoup de professionnels de santé qui sont démunis face à cette maladie qui est pourtant en croissance. On estime à quasiment plus 100% en 8 ans en France. Donc voilà, on n'est pas... Et alors, si encore la recherche faisait des progrès et était financée, on pourrait se dire, bon, on va y arriver. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Il y a des recherches, il y a des chercheurs qui sont un petit peu isolés, qui font des progrès, mais qui sont pas forcément, dont les résultats ne sont pas forcément pris en compte, mais il n'y a pas de recherche financée officiellement par le système de santé français. Donc c'est là qu'il y a quelque chose qui manque. Comment on peut expliquer ce certain immobilisme des pouvoirs publics face à la maladie de Lyme ? Alors là, c'est la grande question, effectivement. Face à cette polémique, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une réelle volonté d'avancer au niveau du gouvernement. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Pour autant, on estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis. Aujourd'hui, il y a une réunion tous les 6 mois entre l'ensemble des acteurs pour essayer de faire avancer l'ensemble des sujets. Ce n'est pas suffisant, ça ne va pas assez vite, il n'y a pas assez d'ambition. Après, le vrai frein aujourd'hui à l'amélioration de la situation, et là je rentre dans un volet qui est plus polémique, c'est la position... Alors les tests, tout à fait, et plus précisément la position de la Société française d'infectiologie, qui aujourd'hui nous explique dans les très grands journaux que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'en 3 semaines on est guéri, que les tests sont fiables, qu'il y a juste la maladie de Lyme, qu'il n'y a pas d'autres pathogènes, etc. Bon, autour de nous, il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de malades qui sont atteints par la forme sévère. Et ces gens-là, 3 semaines d'antibiotiques, désolé, ça ne les a pas guéris. Parfois, il a fallu 6 mois, 9 mois, 10 mois, 18 mois, 2 ans. Parfois, on n'y arrive pas parce que c'est compliqué. Je crois que le vrai problème, c'est que ces maladies-là sont des maladies émergentes. C'est-à-dire, ce sont des premières maladies qui sont liées aux atteintes à la biodiversité, où on voit qu'il y a une propagation du nombre de tiques, une propagation géographique aussi. Ce sont des maladies qui touchent le système immunitaire. Et on n'est pas égaux face à ces maladies. On peut avoir un très bon système immunitaire, ou au contraire un système immunitaire plutôt déjà dégradé. Et tout ça fait qu'en fait, chaque cas est différent. Et c'est ça la vraie complexité. Donc je pense qu'on est au début d'une aventure médicale. Et aujourd'hui, on a malheureusement en face de nous des gens qui ont des postures de déni, de recul, de peur, de corporatisme aussi, et qui font qu'aujourd'hui, on est en errance thérapeutique sur pour des dizaines de milliers de patients. C'est tout à fait ça, oui. Pour la forme sévère, c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Le système en place arrive assez facilement à diagnostiquer et à traiter la forme simple quand c'est fait rapidement. Après, quand le temps passe, les patients sont abandonnés à leur sort. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la maladie de Lyme est encore méconnue aux yeux du grand public ? Je pense qu'elle est sous-estimée dans sa gravité potentielle. On commence à en entendre parler un petit peu partout, donc je pense qu'elle commence à être connue, mais sous-estimée dans sa gravité.
Nous, aujourd'hui, l'espoir qu'on a, c'est que ça bouge grâce aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une vraie prise de conscience. Il y a plus de 300 000 personnes qui, chaque année, sont atteintes par la maladie. Dans l'État de New York, c'est une sorte de panique qui s'est mise en place, liée à l'importance de la maladie là-bas. Donc on espère que les efforts de recherche seront faits là-bas et qu'on pourra en bénéficier ensuite ici, malgré les freins qu'on rencontre aujourd'hui avec cette Société française d'infectiologie. Aujourd'hui, comment vous voyez la suite des choses? Une pression. Il y a encore de l'espoir, il y a de l'optimisme, malgré tout. Il y a un optimisme modéré parce qu'aujourd'hui, en face de nous, il y a des gens qui ne veulent pas que ça bouge. Ça, c'est très clair. Il y a une colère qui monte chez les patients, une exaspération. Donc nous, on essaie de la canaliser, d'expliquer aux autorités de santé qu'en fait, la situation, elle est potentiellement dramatique et qu'il faut agir maintenant pour que ça soit encore gérable et non pas dans quelques années quand ça sera trop tard. Donc il faut effectivement qu'aujourd'hui, les moyens soient mis et qu'on arrive à une sorte d'intelligence collective qui permette à ce que des gens qui ne sont pas forcément d'accord médicalement sur ce qu'il faut faire face à tel ou tel symptôme, eh bien, ils arrivent quand même à travailler ensemble et à apporter des solutions pour les patients. Donc, ils sont, si je peux me permettre, ils sont arrivés à le faire aux États-Unis où il y a pas de moyen différents groupes de travail se sont réunis entre les partisans des différentes, de la thèse de la maladie de Lyme chronique complexe et ceux qui n'y croient pas. Ils ont réussi quand même à rédiger un rapport très complet et à se mettre d'accord sur la suite, sur une liste d'actions pour faire avancer la résolution du problème. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. merci à vous. Bravo Merci pour le à combat, vous. on espère que ça arrivera à porter ses fruits. Merci. Et sachez pour finir que le droit de guérir, une association qui travaille avec nous sur ces réflexions autour de la maladie de Lyme, a une section locale en Haute-Savoie. Et que donc, si des personnes veulent en savoir un petit peu plus, ils peuvent tout à fait s'adresser à cette association. Merci, le message est passé. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Allez, on passe notre revue de presse avec Clémence qui est de retour sur ce plateau. Je suis là. On va J'arrive faire un tout de petit peu plus court que d'habitude. On commence avec ton choix. Les Suisses n'auront désormais plus d'excuses pour ne pas s'endormir au cinéma. Alors loupé, Seb. C'est pas les Suisses cette fois-ci. C'est pas une petite blague. J'ai pris l'article de France 3 finalement. Tu vois, je me suis laissée plutôt tenter par cet article. Alors en fait, c'est le titre qui m'a interpellée. J'espère qu'il va t'interpeller aussi, Seb. Pourquoi un lycée dans l'Allier a banni les stylos des salles de cours? Donc j'ai lu l'article et on y apprend une initiative que j'ai trouvée donc plutôt intéressante. Alors tous les élèves écrivent au crayon à papier pendant un mois dans ce lycée. Alors il s'agit tout simplement d'une opération de sensibilisation à l'écologie. Alors l'idée a largement été adoptée par tous les élèves qui ont compris du coup l'intérêt de cette démarche. On lit aussi dans l'article un chiffre assez intéressant qu'une trousse d'écolier contient 250 grammes de fournitures scolaires quasiment exclusivement faites de plastique. Alors, ce lycée est pionnier dans cette démarche et il propose aussi déjà depuis plusieurs mois du recyclage. Et l'année dernière, 30 kilos de stylos ont ainsi été récoltés. Alors, le plus de ces crayons en papier, c'est leur extrémité. Elles sont composées d'une petite capsule. Alors, une fois qu'on a terminé le crayon en papier, qu'on en vient au bout, on peut ouvrir la capsule et à l'intérieur, il y a des graines qu'on peut tout simplement planter et ces graines vont se transformer en plantes aromatiques dont on peut servir après pour la cuisine. Alors moi, je me dis... Cercle vertueux. Exactement, et j'aimerais bien qu'on s'y mette à 8 Mont Blanc, alors peut-être, pourquoi pas. Tu es d'accord avec, Avec plaisir. avec ça? Pour ta revue de presse, on part du côté... Enfin, on va prendre surtout des nouvelles d'Anaïs Chevalier qui va être bientôt maman. Oui, futur carnet rose au sein de l'équipe de France de biathlon, puisque tu l'as dit, Anaïs Chevalier-Boucher a annoncé sur sa page Facebook qu'elle tirait un trait sur la saison 2019-2020, mais pour la bonne cause, puisqu'elle est enceinte. Anaïs Chevalier s'entraînera normalement jusqu'au mois de juin, avant d'avoir un programme personnalisé pour pouvoir enfin pouponner. Son objectif étant de retrouver la Coupe du Monde en décembre 2020, avec les Jeux Olympiques de Pékin en 2022 en ligne de mire. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour la Française. Malheureusement, ce sont des chances de médailles en moins. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle. On lui souhaite évidemment tout le bonheur du monde. Toutes nos félicitations. Et toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Clémence. À tout de suite, à tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec notre second duo d'invités. Je vous en prie, Pierre-Éric Fournier, Loïc Bell. On reste dans le domaine de la santé. Alors, Monsieur Fournier, vous êtes le délégué régional Alpes Fédération française, de la Fédération française de cardiologie. Et Monsieur Bell, vous êtes cardiologue. On va parler d'un événement qui aura lieu ce samedi 18 mai. Le parcours du cœur. Le parcours du cœur va se réaliser sur la place François Menton. Nous allons être toute la journée là-bas de 10h à 18h. Nous allons commencer par 2 activités importantes, des marches. L'important et le primordial, c'est que les gens aient une activité physique, parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont moins en moins d'activité physique. Le but, c'est que ça soit ludique
et c'est une journée qui va être gratuite. Oui, parce que j'ai lu que la sédentarité tuait plus que le tabagisme. Ça paraît fou comme ça. L'idée, oui, c'est de sensibiliser les gens aux maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, la mortalité cardiovasculaire, c'est les infarctus, les artères qui se bougent. Et elles ne se bougent pas par hasard, elles se bougent parce que des éléments les y entraînent. Et ces éléments-là, c'est d'abord deux maladies importantes, l'hypertension artérielle et le diabète, qu'il ne faut pas négliger. Et puis ensuite, ce sont ce qu'on appelle les facteurs de risque, qui vont augmenter le risque de faire un infarctus et d'en mourir, ou une attaque cérébrale. Et ça, c'est le tabac et c'est la sédentarité. Et c'est deux éléments sur lesquels on peut agir. Vous, docteur Bell, en tant que cardiologue, vous avez remarqué une recrudescence des accidents liés au cœur? Alors non, la mortalité cardiovasculaire diminue. Et elle diminue car les techniques s'améliorent, les techniques diagnostiques, les techniques thérapeutiques, mais aussi parce que la prévention prend de l'ampleur et est considérée par les gens. Mais il y a encore du travail à faire. Et pour faire ce travail-là, il y a une sensibilisation à réaliser, il y a une prise de conscience à avoir. Et c'est par l'intermédiaire d'actions comme celle-là, menées par la Fédération française de cardiologie, qu'on y arrive. Justement, cet événement donc, est organisé par la Fédération française de cardiologie, que vous représentez. Pouvez-vous nous présenter un petit peu cette structure? Oui, bien sûr. La Fédération française de cardiologie, elle est nationale. C'est la première association qui s'occupe de prévention cardiovasculaire. L'émanation, c'est la Fédération française de cardiologie Alpes. Nous avons 10 clubs, dont Annecy-Rumilly, puisqu'on organise cette journée demain. Notre priorité absolue, c'est informer les personnes, c'est les remettre à l'activité physique, mais il faut que ça soit ludique, c'est qu'ils aient envie. Ensuite, nous allons développer des ateliers, une sorte de parcours, avec l'aide aussi de l'IFSI d'Annecy, les infirmières, qui vont nous aider à faire des prélèvements sanguins, par exemple pour le diabète. Elles vont prendre l'attention aux personnes. Le docteur Loïc Bell va lui aussi avoir une activité, il va regarder les carotides au niveau avec un appareil d'angiologie. Nous allons avoir des marches, donc une marche, je dirais, beaucoup plus structurée, avec des professionnels, et une marche tout public. Alors le but de cette journée, c'est d'apprendre à connaître son cœur. Alors il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est promouvoir des marches, promouvoir l'activité physique. Et puis une deuxième démarche qui est de sensibiliser vis-à-vis des facteurs de risque. Et là, il y a tout un parcours qui est organisé. Le visiteur arrive et puis on lui remet un passeport. C'est son passeport cardiovasculaire. Et dans son passeport, il y a l'ensemble des risques qui sont notés. Ces risques sont importants parce qu'ils ne s'ajoutent pas, ils se multiplient entre eux pour augmenter le risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, une attaque cérébrale ou une attaque cardiaque. Et à ce moment-là, ce parcours va se faire progressivement en passant de la personne qui va vous prendre la tension artérielle, la personne qui va vous faire une glycémie, la personne qui va vous expliquer l'hérédité, le facteur lié au sexe, et puis ensuite l'activité physique. Et puis le tabagisme, bien sûr. Et puis, en fin de compte, vous allez aboutir sur le cardiologue qui va examiner ce passeport et qui va vous attribuer un risque. Et va vous montrer au niveau de vos carotides les dépôts de cholestérol qui ne manquent pas de se créer au moment où le patient va arriver à la fin de son circuit. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à peu près, sur le territoire Savoie-Mont-Blanc, combien de personnes souffrent de maladies cardiovasculaires? C'est trop compliqué à recenser. Alors c'est compliqué parce qu'il y a des petites maladies cardiovasculaires et des maladies cardiovasculaires importantes. Mais le taux d'infarctus sur l'Haute-Savoie est de l'ordre de 700 infarctus par an. Qui représente par rapport à la moyenne nationale, c'est relativement comme la moyenne nationale, comme la population savoyarde est un peu plus âgée que la population nationale, alors c'est un peu plus. Mais c'est une population active, donc les facteurs se compensent les uns les autres. Et c'est 2 fois plus d'accidents vasculaires cérébrales, donc c'est 1400 accidents vasculaires cérébrales, et ça, c'est des séquelles importantes qu'il faut pouvoir prévenir. Quelles sont les petites habitudes quotidiennes à adopter pour ménager son cœur? Aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont sur ordinateur, c'est passé 3h50 à plus de 5 heures. Il s'avère que les gens n'ont plus d'activité physique. Il y a de nombreuses années, les gens marchaient 5 à 6 heures par jour. Aujourd'hui, nous préconisons au niveau de la Fédération française de cardiologie, pour les enfants, 1 heure par jour d'activité physique. Lâche ta tablette, va courir, va marcher, va jouer au ballon. Et chez les adultes, il faudrait au moins 30 minutes de marche par jour. On parle de 10 000 pas par jour qu'il faudrait réaliser. Bien sûr, éviter de fumer dans la mesure du possible. Les fameux 5 fruits et légumes, qui semblent importants. Et essayer de lutter contre le stress, ce n'est pas toujours évident. Ouais, j'imagine que... Alors, ce type de journée, quel impact ça peut avoir pour la suite?
Alors c'est une balle au milieu d'un champ de bataille et puis il faut renouveler les interventions, il faut renouveler les opérations. Et il faut remercier l'ensemble de ces volontaires parce qu'ils le sont et qui participent à ces journées et à d'autres démarches de sensibilisation dans ce domaine. Le public, il est en demande d'informations sur tout ce qui se rapproche au cœur. Complètement, nous nous rendons compte, vous voyez ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, les gens ont moins en moins le temps de parler, même si les médecins font le maximum et les infirmières font le maximum. Mais les gens souhaitent nous rencontrer parce qu'on prend le temps, on est plutôt spécialisé en éducation, on les informe, on les aide quand ils côtoient ce type de difficultés. Et je pense que ça permet aux gens d'être informés dans une ambiance ludique. Et c'est ça qui est le plus important. L'objectif, c'est pas d'être dans la négativité, ça veut dire faut pas faire ci, faut pas faire ça. On essaye de comprendre. Je voudrais rajouter qu'on a même une psychologue du stress qui sera sur place. C'est noté en tout cas. Merci à vous. On espère beaucoup de monde se désumer sur la place de François de Menton. Merci bien. Merci beaucoup. Allez, on passe à notre dernière rubrique pour ce soir, la rubrique initiative, avec Mathilde Cyr et Bérangère. Attention au micro. Et Bérangère, dont j'ai oublié le nom de famille. Vous êtes donc toutes les deux, vous faites toutes les deux partie du projet, en tout cas le référent du projet, la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet en quelques mots, pour commencer? Donc la vidéo, effectivement, c'est un projet. On est toutes les deux réalisatrices, Mathilde et moi, on fait des Alors documentaires. on rappelle, la vie, donc VIE, Oui, voilà, la vie, DO, voilà. comme vous le voyez. En fait, effectivement, c'est un jeu de mots. En fait, c'est des reportages courts de 3 minutes sur les initiatives locales, citoyennes. Et l'originalité, c'est qu'en fait, ces petits reportages sont diffusés sur Internet, sur notre site Internet, lavideo.org, mais aussi en première partie de séances de cinéma. Voilà, on travaille avec des cinémas partenaires. Et donc, quand vous allez au cinéma, plutôt que de voir une pub, voilà. vous pouvez voir une initiative qui se passe à côté de chez vous. Voilà, ça peut être des associations, des citoyens, aussi des entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire. Comment est né ce projet? Alors, on se connaît depuis longtemps et je pense que les deux, on était vraiment intéressés par ces histoires d'engagement citoyen. Et c'est vrai que sur les derniers films qu'on a réalisés, on les a tournés en salle de cinéma et à chaque fois, il n'y a que des spectateurs convaincus qui viennent, qui échangent sur le sujet. Donc c'est très chouette, hein. Mais on avait envie de toucher un public plus large aussi. Et du coup, cette idée de publicité, en fait, n'importe qui, voilà, moi je vais voir n'importe quel film et je tombe là-dessus par hasard, sans être forcément convaincue. Et du coup, voilà, c'est une vraie sensibilisation. Donc ça nous semblait intéressant de mettre ça en place. En fait, on s'est servi du fait que nos films tournaient en salle de cinéma, d'avoir un réseau pour finalement projeter nos petits reportages, donc ces petits sujets, au cinéma, parce qu'effectivement, on a un public et voilà, quand on est assis dans une salle de cinéma, on a un public qui est captif, en tout cas qui est intéressé et qui ne va pas zapper. Voilà, et tout le monde en fait peut les voir, plus que des gens convaincus. Quand on va sur Internet, souvent on touche que des gens qui sont déjà convaincus par ces thématiques-là. La vidéo, c'est selon vous le support le plus à même de retranscrire le message? On est dans une société d'image quand même, beaucoup. Forcément. Voilà. La radio, c'est super intéressant, mais je pense qu'il y a moins de gens qui écoutent la radio ou qui en tout cas passent ce temps-là à écouter quelque chose. Alors que l'image, ça parle tout de suite, on est là-dedans. Puis c'est le média qu'on utilise en fait de par notre métier, c'est notre sensibilité. Donc on trouvait intéressant aussi de mettre à nos compétences au service de causes et de valeurs qu'on défend. Enfin en tout cas, nous c'est des choses qu'on défend dans nos vies professionnelles mais aussi dans nos vies personnelles. Donc l'idée c'est aussi de partager ça. On est militante dans des associations, c'est des champs de lutte dans lesquels on s'inscrit. Donc l'idée c'était aussi d'apporter notre savoir-faire et de sensibiliser, oui. J'imagine que ces initiatives solidaires que vous présentez, citoyennes, elles viennent de différents domaines? Oui, il y a autant autour de l'agriculture, autour de l'environnement, de l'écologie, de la culture, de l'éducation. En fait, je pense que ce qui nous intéressait aussi, c'était pourquoi à un moment les gens ils s'engagent dans quelque chose pour le mieux vivre ensemble, en fait. Et du coup, il y a plein de champs, voilà, selon nos sensibilités. Il y en a qui vont s'engager pour la culture, il y en a ça va être l'environnement, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi d'aller découvrir des domaines où, au départ, nous, on n'est pas forcément familière de ces domaines-là. Mais on découvre toujours des gens, en tout cas, qui ont envie de faire bouger les choses.
C'est vrai que ce qu'on n'a pas à se préciser, c'est que c'est sur les 2 savoirs. En fait, pour le moment, même pour le moment, je ne sais pas si on ira plus loin après, mais il y a déjà beaucoup de choses autour de chez nous et l'idée, c'est vraiment de mettre ça en lumière. Et là où il y a les images qui tournent, effectivement, depuis le début d'année, on a travaillé aussi avec des scolaires. En fait, l'idée, c'est aussi d'apporter de faire cette proposition-là aux jeunes, aux scolaires, qui puissent aussi s'emparer de cet outil pour parler de ce qu'ils voient, de ce qui les touche aussi, parce que c'est eux qui feront la société de demain, et c'est les sensibiliser, mais aussi avoir leur regard sur les problématiques qui les touchent et qui traversent la société, quoi. Voilà. Votre démarche, elle est en plus participative? Oui, et notamment les projets avec les collégiens, c'était un peu ça. C'était que n'importe qui peut proposer des sujets ou même proposer un petit film. Alors, il faut que ce soit dans une qualité qui puisse être diffusée au cinéma, quand même. Mais nous, on trouve ça intéressant. Voilà, on ne veut pas garder le truc pour nous. L'idée, c'est effectivement que n'importe qui peut avoir quelque chose à dire sur ce qui se passe à côté de chez lui. Le regard des jeunes, c'est intéressant. Donc, il y a vraiment ce côté participatif. Donc, pour l'instant, on reçoit surtout des mails pour nous proposer des sujets. Ça ne manque pas. Après, ce serait bien que des fois, il y en ait qui nous proposent carrément des films tout faits. Justement, est-ce qu'il existe des critères pour qu'un film un sujet, une thématique soit éligible ou non? Moi, je dirais que c'est pas de la publicité. C'est des portraits beaucoup. Il y a vraiment cette idée d'initiative citoyenne aussi, quand même. S'éloigner de la publicité, le côté local. Et puis, il faut que ce soit court. C'est du 3 minutes aussi, parce que ça, par contre, c'est une exigence des salles de cinéma. Ils ne peuvent pas passer des trucs de 10 minutes avant leur film. Rendez-vous sur votre site internet pour visionner en tout cas ces petits films. Oui. Oui, vous pouvez, et juste peut-être préciser qu'après les films, ils sont aussi partageables en fait. L'idée, c'est qu'on aussi puisse être partagés sur d'autres sites. L'idée, c'est que ça circule. Que ça tisse du lien. Voilà, en fait. ça tisse du lien. Voilà, c'est vraiment important. Merci beaucoup, mesdames, en tout cas. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, de retour. Clémence, pour le rappel des titres, on ira direction Almas, au collège Michel Servet. Et oui, puisque il y a de plus en plus de collégiens dans les collèges, problématiques et enjeux donc supplémentaires. On fera le point dans le journal. Et puis les fleurs à l'honneur. Les fleurs à l'honneur, c'est donc notre 3e épisode et dernier épisode de notre série consacrée aux Bauges. Une exploitation familiale, ça fait 20 ans que la famille façonne des fleurs et des légumes. Et on verra ça en plein cœur de la montagne. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. A tout de suite.